Bonsoir à tous, c'est un projet unique en son genre que l'on vous présente ce soir dans Autrement, la naissance d'une ferme écologique partagée, implantée en plein cœur de Nerpede à Anderlecht dans la zone agricole. Alors elle est en gestation, les travaux viennent de commencer et c'est un maillon important dans l'affirmation de la vocation maraîchère de cette zone et de la région bruxelloise également. Et durant cette émission, on va essayer aussi de faire le point sur le potentiel agricole de la région. Alors pour nous parler de cette ferme écologique partagée, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Dinetti. Bonsoir, vous êtes coordinatrice du Champ du Chaudron et donc la ferme du Chaudron, elle est juste à côté. On va voir tout de suite, on va la situer sur la carte tout de suite. Donc on est à Nerpede, à Anderlecht, en bordure de la région bruxelloise. Vous cultivez le champ qui est juste à côté, on le voit là, on voit effectivement le champ et quelques serres. Vous en attendez quoi de cette ferme écologique partagée, Clara ? On en attend beaucoup parce qu'avec le Champ du Chaudron, nous on est coporteurs du projet, donc on a été à l'écriture du projet. Pour nous c'est vraiment une opportunité d'essayer de trouver des nouveaux terrains de solidarité et de fonctionnement à échelle territoriale pour le système alimentaire ultra local. Donc on en attend au niveau producteur des facilités, mais aussi pour créer des liens avec tout, pour améliorer les enjeux sur l'alimentation en général dans le coin. Alors on va essayer d'être didactique dans cette émission avec vous, Catherine Firenze. Bonsoir, vous êtes coordinatrice du projet Nerpede à Bruxelles Environnement. Alors très concrètement, il y en a qui se posent la question, ferme écologique partagée, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'on transforme une ferme qui était une ferme familiale, utilisée par la fermière et ses petits-enfants, etc., pour avoir son troupeau de vaches, ses légumes, etc., mais sur une ferme gérée par une personne, on va dire, à une ferme qui sert à tous les producteurs et productrices qui sont installés autour et qui ont des terrains qui sont plutôt petits et plutôt pas équipés de cette ferme. Et comme ça, au lieu de construire pour chacun ou de devoir construire pour chacun une ferme, eh ben on a cette infrastructure ici qui est devenue une infrastructure publique et qui permet à tout le monde d'avoir des équipements de bonne qualité et qui mutualise l'investissement. C'est vraiment le sens du service public. Alors on va en parler dans quelques instants, mais tout de suite on va la découvrir, cette ferme. On a eu l'occasion de la filmer à la fin du mois d'août, juste au début des travaux. Vous allez le voir, il y a encore pas mal de boulot avant qu'elle puisse ouvrir ses portes. Une bâtisse en partie en ruine, à l'abandon depuis de longues années. Voilà à quoi ressemble la ferme du Chaudron aujourd'hui. Un bâtiment qui ne manque pourtant pas de cachet. L'idée est d'ailleurs d'en conserver la majeure partie. Il faudra 18 mois de travaux pour le faire renaître à la vie. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une morphologie de ferme en U, à court carré, donc typique d'une ferme familiale privée, qu'on va transformer en bâtiment collectif. Et donc, pour transformer ce bâtiment, pour lui offrir une dimension collective, on va créer des grandes ouvertures qui vont donner une configuration beaucoup plus publique à cet espace. Et voici le visage de la future ferme, avec ses larges ouvertures. On y trouvera une conserverie qui permettra la transformation de fruits et légumes, mais aussi des lieux ouverts au public, un restaurant et un bel espace à l'extérieur. Une infrastructure gérée main dans la main par 4 associations. Les 4 membres fondateurs de la coopérative de la ferme du Chaudron, c'est donc le Champ du Chaudron qui cultive le terrain qui est collé à la ferme, là juste derrière. Happy Farm, qui est une ferme pédagogique qui est située à Dilbeek et qui accueille régulièrement, quotidiennement des enfants qui n'ont pas accès à la nature, dans le cadre de stages, etc., de projets d'aide aux devoirs. Douche Flux, qui est une association, un accueil de jour et un centre d'hébergement pour des personnes sans abri. Et les Gastrosophes sur le volet transformation alimentaire. Et l'idée, c'était que ces 4 acteurs incarnent chacun un aspect de la problématique de l'alimentation. Le coût des travaux est estimé à 3 millions d'euros. Un peu plus de la moitié sera financé par des fonds européens. Voilà donc pour le projet, je vais encore vous présenter Gabriele Anichiarico. Voilà, j'ai réussi à prononcer votre nom. Vous vous représentez sur le plateau de la SBL Début des haricots et plus précisément Graines de paysans. C'est un espace de test pour des maraîchers qui voudraient se lancer. Alors vous les imaginez, vous pouvoir également profiter des services de cette ferme, puisque vous êtes aussi à Anderlecht, mais au Vogelzang, donc
un peu plus loin de l'autre côté. Tout à fait, on est à côté. Graines de paysans du début d'haricots, c'est un espace test, donc un incubateur d'activités agricoles. Et c'est clair qu'une infrastructure comme la ferme du Chaudron à côté, avec son site d'accueil, son site de conditionnement des légumes, c'est quand même un site qui est très intéressant pour nous et pour le développement de l'agriculture paysanne à Bruxelles en général. Oui, alors on fera le point sur le développement aujourd'hui de cette agriculture paysanne. Mais une question encore à vous, Clara. Alors on comprend bien, les gastrosophes, ils vont transformer des invendus et faire des repas. Happy Farm va faire de la sensibilisation. Vous, forcément, comme vous avez un champ juste à côté, vous exploiterez aussi cette ferme. Mais il y a aussi Douche Flux. Quel est l'apport de Douche Flux? En quoi cette association, qui vient d'en aide à des personnes sans abri, pourra profiter des services de la ferme? Déjà au niveau du projet, le fait d'inclure dès le début de l'écriture et de la pensée du projet un acteur de la grande pauvreté, pour nous ça fait vraiment sens parce que c'est une question, l'alimentation c'est vraiment une question sociale de base, donc inclure l'expertise de Douche Flux et son public dans la création d'un projet sur l'alimentation, pour nous ça faisait sens. Et par ailleurs, Douche Flux, ils sont pas juste un accueil de jour, ils sont beaucoup connus pour ça, mais ils ont aussi pas mal d'activités. Et la ferme, depuis le début, du coup, a été pensée comme un lieu de répit aussi, un lieu accessible, un lieu de commun, un lieu public, comme disait Catherine, et pouvoir accueillir les publics, même les plus précarisés à la ferme, notamment ceux Douche Flux, dans le cadre de leurs activités, ça nous semblait... Alors on le voit, il y aura toute une série de services qui seront proposés, mais une mutualisation, donc, mais c'est un modèle encore à inventer sur le mode d'une coopérative entre les 4 acteurs. Oui, mais surtout que la particularité, c'est que ces 4 acteurs, parfois dans les coopératives, dans le monde agricole, tu as des coopératives d'agriculteurs, de paysans, de transformateurs, mais nous, c'est une coopérative multipartie prenante avec des agriculteurs d'un côté, mais aussi des acteurs du monde associatif, des citoyens. Et le but, c'est de représenter tous les intérêts de ces différents types de personnes et de structures au sein de la ferme. Ouais. Alors Catherine Ferrens, on imagine que cette ferme, ça doit participer au développement de cette agriculture urbaine et du maraîchage urbain. On en est où actuellement? Il y a combien de producteurs ici en région bruxelloise et ça représente quelle surface? Alors, on a en gros 2 sortes de producteurs déjà. On a ce qu'on appelle les agriculteurs conventionnels, c'est-à-dire des gens qui sont là. On aime plutôt dire, nous, des agriculteurs historiques, donc des gens qui sont là depuis la dernière génération. C'est un public plutôt vieillissant. Et là, on a 36 agriculteurs qui pratiquent à Bruxelles, mais dont seulement 8 sont avec un siège social sur Bruxelles. Et les autres sont en Flandre et puis ont des terrains sur Bruxelles. Et puis, on a les personnes qui commencent des nouveaux projets, qui sont généralement en reconversion professionnelle, ou à l'aube d'une carrière, mais sans avoir de famille dans la profession. Et donc des gens qui sont, comme on dit, non issus du milieu agricole. Et ces personnes-là sont plutôt sur des modèles plus petits, généralement du maraîchage, mais pas toujours. Et là, on a, selon un recensement, mais c'est difficile à dire, mais en 2018, on disait 26 projets. D'accord. C'est beaucoup plus de personnes derrière. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'on est à peu près à 10 hectares cultivés, c'est ça? Voilà, et donc les animaculteurs en question, ils sont à 26 projets sur 11 hectares. Et les agriculteurs historiques, ils sont à 36 hectares sur 247 hectares. Okay. En général, donc c'est aussi très, très particulier, c'est que les nouveaux projets sont beaucoup plus intensifs en main-d'œuvre par rapport à la surface. Et donc ces hectares d'agriculture sont situés sur des terrains qui sont agricoles au plan d'affectation du sol ou pas. Donc il y en a qui sont à leur place, on va dire, par rapport au plan et aux couleurs du plan, et d'autres pas, ce qui fait que ça pourrait être un risque éventuellement, parce que ces terrains peuvent être utilisés à autre chose selon la loi. Oui, et donc l'idée, ce serait de les sacraliser à un moment donné comme zone agricole pour que NERPED ait vraiment cette vocation agricole. Gabriel, les gens qui se lancent, l'accès à la terre ici en région bruxelloise, ça reste vraiment un défi, ça reste très compliqué? C'est clair que l'accès à la terre dans tout milieu agricole est compliqué, et plus particulièrement à Bruxelles. C'est une zone urbaine, donc avec un prix vachement plus cher même que dans un milieu rural. Et la Belgique, c'est un des pays en Europe où la terre est la plus chère. C'est pour cela qu'avec l'espace test et dans le projet Bruxelles Paysan, on a travaillé avec Terre en Vue pour pouvoir rendre plus accessible
les terres aux porteurs et aux porteuses de projets. Et on l'a vu sous l'espace test, les personnes qui étaient en fin de test, l'accès à la terre, c'était quand même une raison de stress en fin de test. Donc c'est quand même un frein au métier, l'accès à la terre. Oui, alors vous, Clara, au champ du Chaudron, c'est quoi? C'est un petit hectare que vous cultivez. C'est un terrain qui a été mis à disposition de votre association? Oui, tout à fait. Ben, c'est régional et on a une concession un peu sous un modèle particulier, c'est à durée indéterminée, pour peu que je crois on fasse pas, je sais pas, une piste de karting dessus, ou j'en sais rien, mais Et donc, j'imagine. Voilà. Et donc cet accès à la terre, si ce terrain n'était pas mis à disposition par la région bruxelloise, louer ou acquérir un espace comme celui-là, ce serait hyper compliqué pour vous. Ben, je crois déjà il faut les trouver. Au-delà d'avoir accès en location, il faut qu'ils existent. Et Ouais. les terrains disponibles en ce moment, je sais pas. Et oui, c'est ce qu'on a expérimenté avec le projet Bruxelles Paysan. On avait, entre autres, comme axe de travail, bien entendu, l'accès à la terre, avec un des 6 partenaires qui est Terre en Vue. Et c'est ce qu'on a remarqué, c'est que s'il y a des terres, donc on voit NRP, rural, etc., il y a des terres agricoles, mais elles n'attendent pas qu'un nouveau projet arrive, elles sont déjà occupées en réalité, soit par un projet agricole, des agriculteurs historiques en général, ou soit par d'autres, les propriétaires mettent des chevaux ou simplement font faucher en attendant d'avoir une meilleure idée quoi faire sur le terrain. Mais ils n'ont pas l'intention de le mettre à disposition d'autres. Et c'est là où le rôle du public est, d'une part, avec les terrains publics comme celui de du champ du Chaudron, de les mettre à disposition, d'autre part, de financer, par exemple, Terre en Vue, pour continuer à négocier avec les propriétaires, montrer, regardez, quel beau projet, ça fonctionne, ça a du sens, est-ce que vous ne voulez pas participer à l'aventure pour les propriétaires pour qu'ils Est-ce qu'ils sont faciles à convaincre? Est-ce que c'est facile de grappiller finalement des petits lopins de terre pour les dédier à l'agriculture, on va dire moins intensive et plus petite, puisque c'est finalement le modèle que la région bruxelloise veut développer? Pour l'instant, on voit beaucoup de réponses du côté des communes. Donc, du côté des communes, on a eu d'abord Anderlecht, qui était partenaire du projet Bruxelles Paysan, qui était engagé déjà à la base, qui a pu vraiment, de façon proactive, mettre les terrains, par exemple, de l'espace test à disposition. Et puis, une fois que cette première commune avait fait le pas, eh ben on a Jet qui a aussi s'est porté candidat pour mettre des terrains à disposition, maintenant Gansoren. Donc on voit que ce sont les pouvoirs publics qui embrayent, à Bruxelles en tout cas. Sur Bruxelles, pour l'instant, on n'a pas de privé. Ça se passe en Wallonie et en Flandre, parce qu'il y a quand même plus de place. À Bruxelles, la spéculation foncière est quand même un enjeu, ou une question plus importante, donc où les propriétaires privés préfèrent rester maîtres de leur terrain en espérant qu'un jour, ils puissent en tirer un profit financier. Et idéalement, dans une idée de souveraineté alimentaire, c'est que ces 250 hectares supplémentaires soient dédiés à tous ces petits producteurs. C'est ça l'idéal vers lequel vous souhaitez tendre? Alors, ce n'est pas obligé que ces 250 hectares-là soient tous des petits producteurs avec vue du ciel, comme le champ du Chaudron. Il y a des endroits, en termes de paysage aussi, où on peut laisser un champ de blé, machin. Mais par contre, d'avoir tous les terrains agricoles qui soient, dans l'idéal, qui soient dans une dynamique de circuit court, de production écologique qui donc conserve l'écosystème pour les suivants et n'abîme pas la santé des humains, et qui soient en relation directe avec les mangeurs qui sont, en l'occurrence pour Bruxelles, 1,2 million juste à côté. C'est ça l'idée, oui. Ouais, et c'est pas ça qui fera la souveraineté alimentaire de la région bruxelloise? Alors sur les terrains bruxellois, non. Et c'est pour ça qu'on est en lien avec la région, entre autres flamande, mais aussi wallonne, et qu'on fait des petits. Pour l'instant, il y a un terrain de 4 hectares de l'autre côté de la frontière qui vient de démarrer depuis 1 an sur le même modèle. C'est petit, mais c'est une dynamique qui démarre. On entend aussi que la Flandre veut écrire sa stratégie alimentaire se basant sur la stratégie Good Food que la région a développée, la région bruxelloise a développée. Alors Gabrielle, sur cet espace test, il y a des gens qui testent donc leur activité. Vous leur confiez 30 arts, c'est ça, à chacun à 30 arts. Bon, il existe depuis 2016, c'est ça, l'espace test. Donc il y en a déjà qui sont partis. Est-ce qu'ils ont réussi à concrétiser leur projet et à devenir maraîchers ou agriculteurs urbains? L'espace existe depuis 2016 et 19 producteurs sont passés ou sont en test d'activité actuellement. Le test dure 3-4 ans, donc une période relativement longue.
Et parmi les producteurs, productrices qui sont déjà partis, il y en a un peu plus que la moitié qui continuent dans un projet agricole. En région bruxelloise La plupart en région bruxelloise et une petite partie en région wallonne. Et donc ils ont trouvé du terrain, quoi. Ils ont fini par trouver du terrain. Donc dans cette moitié qui a terminé le test d'activité qui continue dans un projet agricole, il y en a certains qui continuent en tant qu'indépendants sur un terrain et d'autres qui continuent dans des projets soit existants ou des projets qui ont vu le jour dernièrement. Sous plusieurs formes, statut de salariat pour des ASBL. Donc, disons qu'il y a quand même un bon pourcentage de personnes qui continuent et une partie aussi qui décide d'arrêter. Alors pour nous, les personnes qui décident d'arrêter, ce n'est pas un échec parce que justement, le test d'activité a comme objectif de sécuriser le développement d'une activité agricole. De le faire, nous on dit dans un cadre sécurisé, dans un cadre réel parce qu'il faut quand même produire et vendre réellement. Mais en fait, on évite que des personnes puissent s'endetter ou puissent démarrer une activité avec des dettes. Donc même des personnes qui décident d'arrêter, finalement, c'est un succès parce qu'en fait, on ne les a pas mis en danger financièrement. Oui, parce que vous me disiez, pour commencer, il faut entre 30 et 50 000 euros d'investissement quand on veut se lancer. Donc c'est quand même une somme conséquente. Et vous me disiez aussi, en préparant l'émission, que ceux qui continuent, parfois, c'est des militants. C'est parce qu'ils y croient, tant les conditions sont compliquées, financières, et aussi les conditions de travail, parfois, sont compliquées. Mais dans le modèle agricole que nous, on soutient, donc du maraîchage sur petite surface dans une zone périurbaine, où on considère qu'il faut un petit hectare, 80 arts pour un équivalent temps plein, mis à part le foncier, on estime qu'il faut une somme entre 30 et 50 000 euros pour démarrer une activité agricole, qui n'est pas une petite somme quand on voit la viabilité et les salaires que les producteurs et productrices sont en capacité de générer. Donc c'est extrêmement difficile de commencer une activité agricole, la raison pour laquelle l'espace test est là pour rendre ce démarrage le plus souple possible. Alors Clara, vous avez un peu d'expérience derrière vous au Champ du Chaudron, puisque c'est 2019, vous me disiez, le début de la culture au Champ du Chaudron, donc il y a déjà quelques années de culture. Sur la viabilité financière, vous diriez quoi aujourd'hui de votre activité, puisque vous fonctionnez, vous, via des abonnements et via des paniers de légumes, vous diriez quoi sur la viabilité ? Alors, je vais parler au nom du collectif Champ du Chaudron, parce que moi, je ne suis pas la maraîchère au champ. Mais je dirais que c'est très, très dur d'atteindre l'équilibre. Déjà, c'est des modèles qu'on remodèle tous les 6 mois à peu près, en fonction des opportunités de commercialisation, de facilité, des épuisements, du nombre de bénévoles qui viennent sur le champ. Du coup, c'est nous, encore au bout de 4 ans, en tout cas, on n'a pas réussi à trouver la bonne formule, la formule confortable, où on ne s'épuise pas à livrer partout, où il n'y a pas une gestion administrative trop lourde. Parce que c'est aussi ça, le métier de maraîcher. Vous devez faire plusieurs métiers, quoi, en fait. Côté, donc vous devez à la fois être cultivateur, mais il faut aussi livrer, il faut aussi faire toutes les formalités administratives. Et quand vous dites on n'a pas réussi à trouver l'équilibre, c'est pour préciser, c'est quoi en fait ? Ça veut dire pour payer les salaires des gens qui travaillent en fait. Donc on n'arrive pas à dégager suffisamment de revenus encore pour stabiliser des rémunérations stables pour les travailleurs du champ. Ouais. Et on vise un équivalent temps plein, comme tu dis, parce qu'on a un petit hectare, donc voilà, ce serait l'objectif, mais c'est pas facile, d'autant que parfois il y a des aléas contre lesquels on sait rien faire. L'an passé, il a plu tout l'été, on a perdu la moitié de la production, voilà. Oui, alors Gabriele, à nouveau, vous m'avez cité ce chiffre. Au bout du compte, quand un agriculteur, un maraîcher parvient à se payer 1 000 euros par mois, c'est bien. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Il y a des gens qui vont faire des grands yeux en entendant ça, sur la difficulté à en vivre. L'agriculture en général dégage des salaires bas. Disons que sous l'espace test, les personnes qui arrivent à faire un bon travail, ils arrivent en fin de test à dégager 1 000 euros net par mois. Que sur 30 arts en phase de démarrage, c'est quand même un chiffre intéressant, mais qui reste quand même bas par rapport à nos besoins, surtout quand on voit l'inflation qui augmente, c'est des salaires qui sont très très bas, surtout si on a des charges familiales importantes. Et alors, à la sortie du test, il faut mettre en compte qu'il y aura des investissements à faire, donc des dettes ou des emprunts à payer, des amortissements à prendre en charge. Et à la sortie du test, en tant qu'indépendant ou indépendante, un bon maraîcher, une bonne maraîchère arrive à dégager
des projets que j'ai connus, 1400, 1500 euros par mois. Ce qui ne reste pas très élevé. Ça ne reste pas très élevé. Il y a quand même des modèles économiques qui sont plus rentables que d'autres. C'est clair qu'un CSA ou des ventes sous forme de panier ou d'abonnement qui sont payés à l'avance. L'autocueillette aussi. On a un chouette exemple à Bruxelles qui est le Champ d'Écailles. Il y a des projets qui montrent une certaine viabilité. Ça reste quand même difficile. Ouais. Alors Catherine Firenze, quand on parle de développement de toute cette filière de maraîchage urbain et quand on voit les conditions effectivement dans lesquelles parfois s'effectue cette profession, est-ce que ça ne met pas en doute les possibilités de développement ? Mais je ne pense pas, parce que justement, le sens de Bourg Bruxelles Paysan, c'était d'être un projet pilote. Un projet pilote, ça teste. Donc là, outre l'espace test qui est autre chose, on a testé le fait qu'il y a des gens qui veulent produire, le fait qu'il y a des gens qui veulent manger les produits, etc. Et on a testé les difficultés. Et donc, on a aussi pu, et ça c'est vraiment à mon sens une réussite de ce projet pilote, identifier ce qui doit devenir de la politique publique. Et donc, par exemple, le financement de l'espace test est devenu une politique publique. C'est entré dans la stratégie Good Food comme étant quelque chose qui se prolonge au-delà des fonds temporaires du FEDER. La même chose pour la recherche de terre. Et alors, quand on parle d'investissement, il faut quand même être honnête, il y a aussi une participation du public là-dedans. Il y a eu des investissements qui ont pu être faits sur base de subsides. Et puis, les collègues à l'agriculture sont en train d'écrire une loi régionale qui permettra à ces subsides d'être Donc assurés. sans soutien public, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, mais ça c'est le cas de toute l'agriculture. En Europe, l'agriculture est subventionnée. Et vous, Gabriele, vous espérez beaucoup que la politique agricole commune permette de mieux rémunérer, puisque pour l'instant, il n'y a pas du tout de rémunération pour les petites surfaces, qui est vraiment un changement de paradigme. Mais disons que dans mes rêves, j'espère que la politique agricole commune, donc la PAC, soit payée plutôt aux équivalents temps plein plutôt qu'à la superficie, et c'est le cas aujourd'hui. Et la nouvelle réforme de la PAC ne va pas, à mon sens, dans la bonne direction. En tout cas, elle ne va pas soutenir les petits producteurs et surtout ceux qui sont en phase de test chez nous, dans les modèles agricoles que nous, on soutient. C'est clair que la région, aujourd'hui, travaille à des soutiens un peu plus stables et durables dans le sens du temps. C'est clair qu'il faut, pour ces petits producteurs, intervenir aussi sous les salaires pour que des compléments de salaire soient octroyés pour que ces activités soient viables. Et je pense que c'est très important de donner l'espoir à ce modèle agricole dans une région comme Bruxelles-Capitale qui a beaucoup misé sur l'agriculture urbaine professionnelle aussi, parce qu'un modèle résilient est très important aujourd'hui au niveau alimentaire. Ouais. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez, Clara, qu'effectivement, quand cette ferme partagée sera opérationnelle, ça permettra aussi, à un certain moment, peut-être d'augmenter les filières ou les possibilités de conditionnement de certaines cultures, donc que ça permettra d'augmenter la rentabilité de cette activité, ou c'est pas vraiment le but ? Si, c'est un aspect du projet complètement, c'est de se dire que tous les petits producteurs autour éprouvent à peu près au même moment et en même temps les mêmes difficultés, et de se dire qu'en se rassemblant, ça peut faciliter, la ferme peut opérer des services pour les producteurs et pour leur faciliter et pour permettre d'avoir plus de rentabilité, par exemple dans la gestion de leurs surplus, s'ils sont transformés et qui sont valorisés comme ça, forcément ça peut leur apporter des bénéfices en plus. Après voilà, la ferme ne se veut pas uniquement un prestataire de services, c'est pas un Fab Lab. Ouais. Et vous restez optimiste sur le développement de la filière, vous, Clara ? Il faut, on doit bien se nourrir de toute façon. Ouais, on produit ailleurs aussi, certains vous diront. On produit ailleurs, mais à quel coût ? Si les énergies quintuplent de prix, si on ne sait plus acheminer de l'autre bout de la région européenne, parce que les régions sont hyper spécialisées en culture actuellement, si on ne sait plus payer ces coûts-là, il faut bien réformer le système. Ouais, et vous, Catherine, vous restez optimiste sur le développement ? Oui, en tout cas, je pense que c'est notre assurance survie, parce qu'effectivement, la globalisation des chaînes alimentaires est très, très fragile. Donc, elle est à la merci d'un conflit géopolitique, de crises climatiques. On a en tête quand même le fait que le réchauffement planétaire va nous priver de tout un tas de régions dans le monde qui produisent actuellement. Et donc, on ne va pas pouvoir compter
infiniment sur le reste du monde pour nous nourrir. Il va falloir compter sur nous-mêmes en grande partie. Et donc le faire au maximum qu'on peut, dès maintenant, ça a vraiment du sens. Mais merci en tout cas d'être venu partager chacun votre expérience sur notre plateau. On se revoit dans 18 mois alors pour l'inauguration de la ferme. Tous au rendez-vous pour le cocktail d'inauguration et pour nous présenter enfin cette infrastructure que vous attendez, je pense, depuis de très longues années. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houndemont à la présentation de l'émission. Très bonne soirée à tous.